Lors d'une discussion sur l'esprit, Bernard de Montréal explique que le terme esprit perd sa valeur philosophique et psychologique pour les êtres en évolution, car il est désormais associé à une communication mentale avec des niveaux d'intelligence cosmique. Cette communication se fait par des réseaux de téléphonie universelle et dépasse le domaine matériel. Ainsi, l'esprit est une manifestation intégrale de l'être, et la genèse de l'intelligence. Cependant, pour ceux qui ont été habitués à la pensée subjective et réflexive, il est difficile de concevoir cette communication avec des plans d'intelligence non matériels. L'ego, attaché à la réflexion et à l'intuition, a tendance à croire que la vie se situe dans l'actualisation de l'organisme matériel, alors qu'elle se trouve en réalité dans l'union entre le plan universel et le plan matériel. Dans ce texte, l'auteur explique qu'il existe des ordres cosmiques ou univers cosmiques au-delà de notre compréhension, et que nous, en tant qu'êtres humains, avons besoin de communiquer avec ces mondes pour obtenir des informations sur des concepts tels que l'absolu, les mystères, l'infini, l'âme, etc. Cependant, notre capacité à communiquer avec ces mondes dépend de notre évolution psychique, qui consiste à développer nos corps subtils, éthériques, astrales, mentales, en plus du corps matériel. L'auteur affirme que la conscience humaine n'est pas seulement liée à la matière, mais peut également exister en dehors du corps matériel, comme en témoignent les voyages astraux. Il décrit l'esprit comme une vérification catégorique et absolue de l'intelligence ajustée à une vibration cosmique. Finalement, l'auteur affirme que pour évoluer vers un statut universel, l'homme doit être capable de se détacher de son moi involutif et de comprendre l'évolution de son système tant sur le plan matériel que psychique. Dans ce texte, l'homme est invité à se désengager de la mémoire et de l'empreinte de la vie planétaire afin de vibrer à une nouvelle énergie et d'accéder à des dimensions de savoir. Ainsi libéré de la dualité bien-mal, il pourra vivre psychiquement plutôt que psychologiquement. Quant à la confusion existant dans les définitions de l'esprit et de l'âme, elle est expliquée par le fait que ces termes sont souvent définis en fonction des conceptions psychologiques, métaphysiques, occultes ou intuitives, qui sont basées sur les connaissances passées plutôt que sur une évolution réelle de la pensée humaine. La progression de la pensée cartésienne a certes permis une avancée dans la société contemporaine, mais ne répond pas aux besoins de l'homme en termes de vérité plus profonde. Ainsi, l'auteur souligne la nécessité de dicter les lois de la raison à partir d'un plan mental supérieur, afin de créer de nouvelles normes qui ne dépendent pas des valeurs involutives de l'ego. Cela permettrait à l'homme de vivre selon une nouvelle conception de la vie mentale, libérée des limitations de la pensée cartésienne. Selon l'auteur, l'homme est limité dans sa compréhension et sa connaissance en raison de sa condition mentale et karmique. Il est prisonnier de l'involution et de la mémoire collective de l'humanité. Les psychologues et les penseurs ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est permis par la psychologie, car ils se heurteraient à des domaines de l'esprit inexplicables et inaccessibles. Cependant, il est nécessaire d'avoir des personnes libérées de l'involution et dotées d'un esprit supérieur capable de créer une nouvelle mémoire. La mémoire n'est pas constituée de connaissances accumulées, mais plutôt d'un ajustement psychique et psychologique des formes au fil des siècles. Par conséquent, il est possible de créer une nouvelle mémoire en apportant de la lumière à une ancienne forme et en lui donnant une nouvelle vitalité. Cela permettrait à l'homme de concevoir des dimensions de l'infini qui dépassent sa réalité psychique et lui ouvrirait la porte de l'infini, du savoir et d'une réalisation totale de son pouvoir créatif. Cependant, cela ne sera possible que pour ceux qui ont dépassé la pensée rationnelle primaire et qui sont capables de donner une nouvelle impulsion créative à la forme psychologique. Dans ce texte, l'auteur explore le concept de l'esprit dans le cadre de la langue et de la culture. Il soutient que la langue d'une nation évolue au fil des générations, reflétant l'influence de l'esprit collectif sur la société. Par exemple, la langue française a une qualité spirituelle qui lui est propre, en lien avec l'histoire de la France et sa fonction civilisatrice en Europe. Cependant, la vitalité d'une langue peut finir par diminuer lorsque d'autres influences, comme celle de l'anglicisme, entrent en jeu. L'auteur souligne que ce sont les forces internes de l'homme, et non des individus en particulier, qui dictent l'évolution de la race et de l'esprit. Il affirme qu'il est essentiel pour l'homme de comprendre ces forces afin de participer de manière créative à la philosophie de l'homme, et non simplement à la philosophie de l'être. L'esprit possède un pouvoir de connaissance et de lumière qui peut remettre en question et renouveler les anciennes formes à tous les niveaux, y compris dans la matière. L'auteur s'adresse à une nouvelle race d'hommes en devenir, qui engendrera une nouvelle psychologie, une nouvelle psychiatrie, une nouvelle médecine et une nouvelle science. Il estime que ces hommes seront capables d'évaluer et de comprendre ses propos.
à un nouveau cycle où l'esprit soufflera à travers le cerveau pour donner une nouvelle valeur à la forme, au-delà de la fossilisation dans la mémoire collective de l'humanité. Finalement, l'auteur affirme que lorsqu'il parle de l'esprit, il parle de la vie elle-même, et pas seulement de concepts philosophiques ou scientifiques. Il souligne le pouvoir de la lumière et de l'énergie créative de l'esprit sur Terre, une énergie qui fait partie des mondes parallèles et est située dans le cosmos à un endroit précis. Selon l'interviewé, l'homme représente le vaisseau le plus précieux pour une substance primordiale en constante évolution, présente depuis la genèse du cosmos et de l'esprit. L'homme est le produit de cette accumulation d'énergie créative et il y a des mystères dans son existence et son évolution. L'homme ne peut pas vivre éternellement en se basant sur la mémoire et le libre arbitre. Il y a bien plus dans le cosmos que cela. L'homme doit être préparé pour être libre et être capable de supporter une nouvelle énergie qui provient de l'esprit à travers la matière. L'âme est liée à la mémoire et à l'information, tandis que l'esprit est ce qui impulse l'information dans l'âme. L'homme doit se désengager de la mémoire de l'involution pour accéder à une nouvelle mémoire instantanée, liée au mouvement de l'esprit à travers la vie. À ce moment-là, l'homme saura, sans avoir besoin de chercher ou de définir la nature de l'absolu ou de Dieu. L'énergie qui est devenue forme est devenue mémoire, alors que l'énergie sans forme est esprit. L'homme nouveau ne sera plus prisonnier de la forme et pourra se déplacer dans le cosmos en utilisant le véhicule éthérique. Le dialogue entre les deux personnes porte sur la relation entre les êtres humains et les éons, qui sont des intelligences qui organisent le matériel. Les éons font partie de l'échelle la plus élémentaire de l'organisation cosmique et psychique de l'intelligence. Ils ont été créés pour aider les forces de la lumière à exprimer une grande énergie provenant du centre de l'universel. Les êtres humains peuvent se limiter à la conversion psychique de la valeur des éons et accéder ainsi à une connaissance spirituelle. Cependant, pour être vraiment libre, l'homme doit être capable de détruire ce qui a été établi par les intelligences créatives de la forme et de neutraliser la fonction psychique de la mémoire créée par les éons. Sinon, il est automatiquement occulté et incapable de dépasser la nature même de son esprit. L'homme doit absorber la vibration de la lumière pour se réaliser pleinement. Selon Bernard de Montréal, la fonction de l'homme n'est pas d'absorber la lumière pour en faire une mémoire, mais de faire éclater les formes de l'involution qui ont été utilisées pour créer l'homme. Dans sa prochaine évolution, l'homme devra créer de nouveaux mondes et univers où les forces éoniennes seront inutiles. L'univers évacue la matière pour la remplacer par une matière psychique, qui est utilisée par les forces psychiques pour se regrouper dans d'autres stations de vie. Cette évacuation de la matière se produira à la fin de la race racine de l'humanité. Lorsque l'homme est parfaitement uni à sa source, il n'y a pas d'étape entre lui et l'infinité, ce qui rend Dieu psychologiquement inutile. L'homme en fusion aura les moyens psychiques pour intervenir instantanément dans la mémoire cosmique de la création et n'aura plus besoin de réfléchir ou de sécuriser émotivement devant l'infini. L'homme sera libre de reconnaître en lui la puissance créative de la lumière et n'aura plus aucune hiérarchie au-dessus de lui. Les forces éoniennes seront bannies de sa conscience et il travaillera en paix dans un univers fusionné. L'esprit souffle simplement, mais lorsque cela se produit, il établit un vouloir et un pouvoir dans le cosmos. L'esprit n'a pas à décider dans quelle direction il souffle, il est une totalité universelle d'énergie. Dans cette conversation, la forme pensante, FP, interroge la bouche de Moïse, Boulevard M, sur l'origine des enseignements religieux. BDM affirme que Moïse n'a pas été inspiré par l'esprit, mais plutôt condamné par des extraterrestres. Selon lui, Moïse aurait laissé derrière lui des écrits interdits, ce qui a créé des tensions et des erreurs dans le cosmos. BDM explique également que les anciens initiés étaient en fusion astrale, tandis que les initiés futurs seront en fusion mentale. Il souligne ensuite que la mémoire est un obstacle à la liberté de l'esprit, mais que l'homme progressera vers une utilisation plus constructive de la mémoire grâce à l'évolution et aux nouvelles sciences. En ce qui concerne la diffusion de l'instruction supramentale, BDM ne se considère pas comme un porteur de cette conscience, mais plutôt comme une étincelle qui commence un mouvement. Il affirme que d'autres auront la capacité d'apporter cette vibration dans le monde. La science de la conscience supramentale est en constante évolution et prendra de plus en plus d'importance dans le monde. Cependant, cette science changera de visage et ne sera plus appelée ainsi à l'avenir. Elle sera simplement le pouvoir de l'homme. L'accent sera mis sur la transformation de la conscience individuelle et sur la fusion des races. L'accueil des extraterrestres est vu comme un processus qui nécessite une préparation et un pont entre ces intelligences et l'humanité.
Les extraterrestres ne sont pas plus évolués en conscience que les hommes conscients. De la Terre le seront demain en fusion. Ils ont même des choses à apprendre de l'homme, notamment le principe de l'amour. La science cartésienne ne peut pas comprendre l'incommensurable de l'univers et la spiritualiser serait une illusion. Dans cette conversation, il est évoqué le fait que les humains ont une mémoire involutive qui les empêche d'évoluer spirituellement. L'interaction avec des êtres d'autres temps et espace pourrait aider à vider cette mémoire et à libérer l'humanité de ses limitations. Cependant, cela pourrait également causer des chocs psychologiques et des suicides. Il est donc nécessaire de préparer l'homme à cette rencontre et de rendre la jeunesse du réel, compréhension de l'univers, accessible à tous. L'homme doit se dissocier de la valeur psychologique de la mémoire et apprendre à utiliser son pouvoir sur la matière et son esprit. Lorsque l'homme aura compris la valeur psychologique de la mémoire et les différentes composantes psychiques de son être, il pourra entrer dans une dimension créative de son intelligence et les problèmes ne seront plus un obstacle. Lors d'une discussion, l'interlocuteur fatigue de parler seul depuis 10 ans et demande à voir d'autres personnes de la nouvelle race dont il parle. L'autre personne répond qu'il n'annonce pas cette nouvelle race, mais qu'elle a été annoncée par d'autres également. L'interlocuteur plaisante en disant que la personne est un peu plus unique que les autres, ce à quoi elle répond que chaque personne est unique à sa manière. Finalement, ils plaisantent tous les deux sur leur unicité respective. La discussion est ensuite interrompue pour une pause de 30 minutes.